Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et olympique. Nous sommes le vendredi 26 juillet, jour de gloire d'inauguration des Jeux Olympiques. Et pour comprendre comment tourne malgré tout la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, eh bien, ce sera la France, déjà médaille d'or du chaos ferroviaire. Et oui, près de 800 000 passagers sont affectés par une neutralisation du réseau TGV, par une action coordonnée. D'après le ministère de l'Intérieur, ça viendrait de mouvances d'ultra-gauche qui ont saboté les lignes du TGV, enfin essentiellement des transformateurs incendiés, des câbles de signalisation coupés. Ça va prendre des heures pour tout rétablir. Alors, c'est pas de chance pour nos amis britanniques, puisque le réseau TGV Nord entre Londres et Paris est affecté, mais également pour ceux qui remontaient de Lyon pour assister à la cérémonie d'ouverture ou de Bordeaux. En fait, les principales lignes ont effectivement été touchées. Eh ben non, comme on a pu le lire parfois sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux, non, c'est pas les Russes, ce n'est pas une cyberattaque contre la SNCF qui paralyse le trafic, non. Ce sont bien donc des éléments dissidents franco-français, un petit peu les mêmes qu'on retrouve d'ailleurs dans les manifestations contre les méga-bassines et contre la marchandisation en général des espaces naturels. Et puis bien sûr, s'il y a cette question, 12 milliards de budget pour les Jeux Olympiques, les recettes touristiques qui ne vont pas être à la hauteur, ça va quand même nous coûter un pognon de dingue, comme dirait Emmanuel Macron, qui va bien sûr présider en quelque sorte la cérémonie d'ouverture. Ouais, ce pognon de dingue, peut-être aurait-on pu l'affecter ailleurs. On se rappelle par exemple que pour les Antilles, Martinique ou Guadeloupe, avec 500 millions, il y avait de quoi remettre en état le réseau de distribution d'eau qui est en bien piètre état, et j'en suis témoin, j'étais en Martinique fin octobre dernier, il y a des coupures d'eau, et puis l'État français évidemment ne fait rien, ou en tout cas ne consacre pas l'argent qu'il faudrait. Oui, avec 12 milliards, on fait effectivement beaucoup de choses, dont dépolluer la Seine pour 1,4 milliard et peut-être pour 2 jours d'épreuves en eau libre, épreuve de triathlon masculine puis féminine, et après ça, qui va aller se baigner dans la Seine? Allez, je referme la parenthèse. On va passer maintenant un petit peu au marché financier parce que ça a bien bougé cette semaine. On a même atteint des niveaux de volatilité qu'on n'avait pas connus depuis le mois de décembre 2022, avec un Nasdaq qui a perdu jusqu'à 3,6% dans la semaine. Et on observe même des séries de baisse tout à fait inédites de 6 ou 7 séances. Mais finalement, la médaille d'or pour la plus longue série baissière, eh bien, elle va être décernée à la bourse de Tokyo. Et oui, le marché japonais dont on n'a pas beaucoup parlé et qui pourtant aligne 10 séances de repli consécutifs. Oui, 10 séances. Je n'ai même pas pu remonter assez loin pour trouver une série de 10 séances de baisse. Il faut aller jusqu'en mars 2020 en vérité. Il y a eu des séances de rebond. Donc là, 10 séances sans aucun rebond. Ouais, il faut vraiment remonter très loin. Évidemment, ça n'arrive pas dans un marché haussier. Pas plus qu'en une semaine. On peut voir l'indice SOX des semi-conducteurs. Donc c'est l'indice de référence pour tout ce qui est high-tech aux États-Unis. Perdre d'abord 7,10% le 17 juillet dernier, puis en reperdre plus de 5 avant-hier, et pour terminer la semaine, effectivement, aux alentours de -4
ou moins 5. Alors qu'on se rassure, j'enregistre juste au moment où Wall Street vient de rouvrir et ça se passe plutôt pas mal puisqu'on a 0,8% de hausse pour le S&P. Ça réduit presque de moitié ses pertes hebdomadaires. On était à moins 2 hier, on n'est plus qu'à moins 1,20. Et pour le Dow Jones, eh bien, ça se passe encore mieux, 1,4% de hausse. Et l'indice Dow Jones refranchit les 40 000 pour revenir à 40 500. Un Dow Jones qui n'est qu'à 2 petits pourcents de son record absolu établi il y a une semaine. Pour le Nasdaq, eh bien, on a un rebond également de plus de 1%. Perte hebdomadaire ramenée donc à 2,6 ou 2,5%. Et les chartistes dont je vous parlais hier, eh bien, ont vu juste. Le S&P est revenu pile poil reprendre appui sur sa moyenne mobile à 50 jours et figurez-vous qu'elle coïncide en plus avec le support oblique moyen terme. Et c'est exactement la même chose pour le Nasdaq 100, pile poil sur le support oblique long terme qui remonte non pas à fin octobre 2023, mais bel et bien à la fin de l'année 2022. Donc les supports obliques moyen terme sont préservés. Mais bon, la tendance court terme, elle est passée négative. Ça, on le savait. Et à Paris, eh bien, le CAC 40 tente de sauver les 7005 pour la fin de la semaine. Donc en bougie hebdomadaire, on n'aura pas cassé les 7490. Et pour l'Eurostoxx 50, eh bien, il n'y a plus qu'un petit effort à faire pour sauver les 4880, 4009, en tout cas 4880, ça reste accessible, on est actuellement aux alentours de 4650. Voilà, donc une semaine où on s'est un petit peu fait secouer, mais où pour l'instant les supports moyen terme tiennent bon sur les principaux indices. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.